Le 23e février de cette année, Volodymyr Zelensky est à Kiev, la capitale de l'Ukraine, répondant aux journalistes du monde entier. Un journaliste lui a demandé quelle était sa relation avec le président Trump. Sa réponse, eh bien, était au moins curieuse. Ce n'était jamais dans un tel meilleur chemin. Voir qui était là. A remarqué immédiatement l'hésitation de Zelensky à répondre. Il semblait qu'il allait rire de la situation. Il se souvenait probablement de cette rencontre fatidique qui a eu lieu il y a quelques semaines à la Maison-Blanche, qui s'est terminée par une dispute houleuse laissant tout le monde surpris. Parce que, Monsieur le Président, nous restons dans notre pays, restons forts. Depuis le tout début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. J'ai remercié ce cabinet. Nous vous avons donné cette stupidité. Président, 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné du matériel militaire. Et vos hommes sont courageux, mais ils Utilisez notre Équipement militaire. Si tu n'as pas notre armée. Équipement aussi. Vous n'aviez pas notre équipement militaire. Ce qui devait être une réunion diplomatique entre dirigeants s'est transformé en confrontation publique. Zelensky s'était rendu aux États-Unis avec de grandes attentes pour signer des accords de paix, établir un pacte sur les ressources minérales et renforcer le partenariat avec les Américains. Mais après 35 minutes de conversation, la situation a complètement dégénéré. Trump et son vice-président, J.D. Vance, ont attaqué Zelensky avec des accusations et des ultimatums. Trump a fait plusieurs accusations à voix haute. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. La situation était vraiment tendue. Et c'était clairement visible. Laissez... On va vous dire, vous n'avez pas les cartes. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous, vous n'avez pas de cartes. Trump et son vice regardaient furieusement. Je suis allé en Ukraine. Avez-vous vu quel problème nous avons? Pendant ce temps, Zelensky a essayé de se défendre, même s'il gardait les bras croisés. Mais fermement, il a contré chaque attaque, une par une. Il a clairement fait comprendre que son devoir était envers son peuple, pas aux exigences de Trump. Insatisfait, le vice-président Vance a demandé « Avez-vous même dit merci une seule fois pendant toute cette réunion ?» Zelensky, qui avait remercié les États-Unis d'innombrables fois dans des discours, sur les réseaux sociaux et lors de rencontres personnelles, a calmement répondu « J'ai dit merci de nombreuses fois. La réunion s'est terminée brusquement. Le déjeuner prévu a été annulé. Et selon les rapports, Trump a même expulsé Zelensky et sa délégation de la Maison-Blanche, élargissant encore plus le fossé entre l'Ukraine et les États-Unis. À ce moment-là, beaucoup pensaient que cette rencontre désastreuse marquerait la fin de la relation entre l'Ukraine et les États-Unis. Après la réunion tendue à la Maison-Blanche, la situation pour l'Ukraine n'a fait qu'empirer. Le 5 mars, la confirmation que beaucoup craignaient est arrivée. Sous Trump, le partage de renseignements avec l'Ukraine avait été interrompu. Le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz a annoncé publiquement « Nous faisons une pause, nous évaluons, nous examinons tout dans notre relation de sécurité. » Avec ces mots, il a formalisé une décision qui pourrait changer le cours de la guerre. En tant que conseiller en sécurité, nous réussissons bien. Si nous nous arrêtons pour analyser, depuis le début du conflit il y a 3 ans, ce renseignement américain a été absolument crucial pour la survie de l'Ukraine. Les États-Unis ont fourni des informations détaillées sur les mouvements de troupes russes, les emplacements des forces ennemies et les communications interceptées concernant les plans militaires russes. Vous voulez un exemple ? Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, ils ont planifié une opération aérienne pour capturer des installations clés dans la capitale. Grâce aux informations partagées par les Américains, l'Ukraine a réussi à déjouer cette opération et à protéger sa capitale. Sans ce type de renseignements, Kiev aurait pu tomber dans les premières semaines. Cependant, plus récemment, les États-Unis offraient déjà moins de vols de surveillance et moins de couverture satellite. Les deux sont essentiels pour la capacité de l'Ukraine à défendre ses villes contre les attaques de missiles russes et à coordonner ses propres opérations militaires. Pour de nombreux experts,
Cette décision représentait un recul significatif pour les forces ukrainiennes, pouvant potentiellement modifier l'équilibre des forces sur le champ de bataille. Comme si ce coup n'était pas suffisant. Quelques jours plus tard, le 10 mars, une autre menace a émergé, cette fois impliquant le système Starlink d'Elon Musk. Ce système est vital pour les communications militaires ukrainiennes. Tout a commencé lorsque le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, a déclaré que la Pologne avait financé l'accès de l'Ukraine à Starlink et a suggéré que Musk prévoyait de désactiver ses terminaux. Cette accusation a aussitôt alarmé les responsables militaires ukrainiens. La réponse de Musk fut rapide et agressive. « Tais-toi, petit homme. Vous payez une infime fraction du coût, et il n'y a pas de substitut à Starlink. » Puis, il a fait une déclaration alarmante, révélant à quel point l'Ukraine dépendait de sa technologie. L'ensemble du front en Ukraine s'effondrerait si je coupais les services Starlink. Ces mots durs de Musk ont clairement montré le pouvoir que l'homme d'affaires détenait sur le destin du pays déchiré par la guerre. Mais la situation pourrait encore s'aggraver. Le lendemain, lorsque l'ancien site web, autrefois Twitter, également détenu par Musk, a subi une cyberattaque, Musk était furieux. Sans hésitation, il a pointé du doigt l'Ukraine. Selon ses dires, une cyberattaque massive a tenté de démanteler l'ancien système, avec des adresses Internet Protocol provenant de la région de l'Ukraine. Avec des adresses Internet Protocol provenant de la région de l'Ukraine. L'accusation était grave, et pour beaucoup, cela semblait être l'excuse parfaite pour bloquer Starlink en Ukraine. Toutefois, les spécialistes en cybersécurité ont vite contesté cette explication. Kieran Martin, ancien chef de l'agence de cybersécurité du Royaume-Uni, n'a pas mâché ses mots. Il a dit « Ce que M. Musk a dit est totalement peu convaincant sur la base des preuves jusqu'à présent. C'est pratiquement de la camelote. » Lui et d'autres experts ont expliqué que le type d'attaque subi par Dix, connu sous le nom d'attaque par déni de services distribués, attaque DDoS, utilise des appareils infectés dans le monde entier. Les adresses Internet Protocol observées dans le trafic d'attaque ne révèlent que l'emplacement de ces appareils, pas les véritables coupables. Mais pour comprendre la gravité de cette menace potentielle pour Starlink, il faut comprendre le rôle fondamental de ce système dans les opérations militaires ukrainiennes. Le système de gestion de bataille, Delta, utilisé par les Ukrainiens pour visualiser le champ de bataille en temps réel, dépend entièrement de Starlink pour la transmission de données. Les communications sécurisées entre les unités de première ligne, les centres de commandement et le soutien logistique dépendent également de cette infrastructure, surtout parce que les réseaux terrestres et cellulaires sont facilement détruits par les attaques russes. L'impact le plus significatif serait peut-être sur la guerre des drones, qui est devenue une caractéristique définissante du conflit. L'Ukraine utilise largement les drones pour la surveillance et les attaques précises, et ceux-ci dépendent de Starlink pour le contrôle en temps réel et la transmission vidéo. Les drones hybrides ukrainiens, par exemple, volent de manière autonome vers la zone cible puis passent en mode manuel pour la reconnaissance et l'attaque précise, une fonction qui nécessite une communication vidéo de haute qualité que seul Starlink peut fournir. Dans la mer Noire, les drones maritimes ukrainiens, qui utilisent Starlink pour des opérations à longue portée, ont permis à l'Ukraine d'exercer un contrôle sur de vastes zones maritimes, malgré la présence de la flotte russe. Sans cette technologie, l'Ukraine serait contrainte de céder une grande partie de sa dominance sur les régions occidentales de la mer Noire. Mais quiconque pense que les Russes sont restés inactifs en regardant leurs actifs militaires être détruits par des drones bon marché se trompe. Ils ont compris très tôt l'importance de Starlink sur le champ de bataille, et ils ont donc développé des systèmes spécifiques pour le combattre. Le système de guerre électronique tactique bolchevique, par exemple, a été créé pour scanner les signaux radio émis par les terminaux Starlink, capables de les détecter dans un rayon de 10 km et de les localiser précisément. Une fois identifiés, ces terminaux sont devenus des cibles pour les drones ou l'artillerie russe. En réponse,
les forces ukrainiennes se sont adaptées, cachant les terminaux dans des trous ou utilisant des mailles métalliques pour protection. Pouvez-vous comprendre l'importance de cet équipement pour eux? Ainsi, l'Ukraine a commencé à affronter la tempête parfaite. D'un côté, l'interruption du renseignement américain, et de l'autre, la menace pour Starlink. Si les deux se concrétisaient pleinement, les forces ukrainiennes perdraient à la fois l'avertissement préalable des mouvements russes et la capacité de coordonner leurs propres forces et systèmes d'armes. Et vous savez, ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire? Comme l'a dit un expert en la matière, si tout cela se produit, cela garantirait pratiquement une victoire russe sans avoir besoin d'un accord de paix. Et cela semble être exactement ce que Trump a exigé lors de cette tendue réunion à la Maison-Blanche. Il semblait vouloir forcer Zelensky à signer un accord impliquant les ressources minérales de l'Ukraine, estimées à plus de 26 000 milliards de dollars. Lorsque Trump a été réélu, beaucoup se sont demandé s'il continuerait à soutenir l'Ukraine ou s'il couperait l'aide. Trump, connu pour être un grand négociateur, a proposé une troisième voie. Il demanderait une part de l'avenir ukrainien en paiement. À un moment donné, il a même suggéré que l'Ukraine devrait donner 50% de ses précieuses ressources minérales aux États-Unis, en remerciement pour toute l'aide précédemment fournie, ou comme condition pour continuer à recevoir de l'aide. Zelensky a rejeté la version initiale de cet accord, principalement parce que les conditions favorisaient fortement les intérêts américains, tout en offrant peu à l'Ukraine en retour. Zelensky était ferme dans sa position, disant que ce n'était pas un accord équitable et que les alliés ne devraient pas se comporter de cette façon. Mais, malgré toutes ces adversités, il semblait que Zelensky était prêt à céder. Après tout, il s'est rendu aux États-Unis à la fin de février pour signer cet accord. Mais, comme nous l'avons vu, cette réunion s'est transformée en un désastre total. De plus, de nombreux responsables américains ont publiquement demandé la démission de Zelensky. Le sénateur Lindsey Graham a été l'un des premiers. Il n'a pas mâché ses mots en disant « Il doit démissionner » ou « envoyer quelqu'un avec qui nous pouvons traiter ou il doit changer ». Mike Johnson, président de la Chambre, a rejoint le chœur, suggérant que le leadership de Zelensky était un obstacle à la paix. Quelque chose doit changer. Soit il doit retrouver ses esprits et revenir à la table des négociations avec gratitude, soit quelqu'un d'autre doit diriger le pays pour le faire. Avant cela, Trump avait déjà attaqué Zelensky sur les réseaux sociaux, le qualifiant de dictateur sans élection, une accusation particulièrement douloureuse pour quelqu'un qui avait passé 3 ans à combattre rien de moins que Vladimir Poutine. Et il est important de préciser ici, Zelensky n'a pas suspendu les élections de 2024 pour s'accrocher au pouvoir. La constitution ukrainienne interdit les élections en période de loi martiale, qui a été mise en place après le début de l'invasion russe. Ce n'était pas une tentative de coup d'État, mais une mesure légalement requise en état de guerre. Trump a également affirmé que la popularité de Zelensky avait chuté à 4%, alors que son taux d'approbation reste en réalité autour de 63%. Il a également accusé le leader ukrainien de faire un terrible travail dans la gestion de la guerre, ignorant que Zelensky a maintenu l'unité du pays, même contre toute attente. Se rendant compte que les négociations avec les États-Unis n'apporteraient pas de bons résultats à ce moment-là, Zelensky a pris une autre voie. Il a embarqué dans un avion et s'est dirigé directement vers le Royaume-Uni, où il a rencontré le roi Charles III et d'autres dirigeants européens. L'arrivée de Zelensky à Sandringham à bord d'un hélicoptère militaire a été accueillie avec des salutations chaleureuses. Des citoyens britanniques, certains tenant des drapeaux ukrainiens, se sont rassemblés pour voir le président ukrainien et exprimer leur soutien. Sur les réseaux sociaux, des dirigeants européens, comme Emmanuel Macron de France, Donald Tusk de Pologne, Sir Keir Starmer du Royaume-Uni et Justin Trudeau du Canada ont exprimé leur solidarité avec l'Ukraine. Curieusement, Zelensky a répondu à chaque poste individuellement avec « Merci pour votre soutien », ce que beaucoup ont interprété comme une pique à Vance, qui l'accusait d'ingratitude. Mais le soutien européen ne s'est pas limité aux mots.
Starmer a été l'un des premiers à préciser que le Royaume-Uni était prêt à soutenir la paix en Ukraine avec des troupes sur le terrain et des avions dans les airs. Cela a été réitéré lors du sommet de Londres, auquel Zelensky a également assisté. Lors de l'événement, Starmer a révélé que plusieurs pays se sont engagés à envoyer des troupes pour une mission de paix en Ukraine, conditionnée à un accord de paix. Le sommet a aussi révélé une annonce révolutionnaire. Le Royaume-Uni a conclu un accord pour envoyer 2 milliards de dollars de financement à l'exportation en Ukraine, pour l'achat de 5000 missiles de défense aérienne supplémentaires. Comme l'a expliqué Starmer, l'Europe doit maintenant faire le gros du travail, suggérant que l'OTAN ne peut plus compter sur les Américains. Considérant que Trump suspendrait toute aide militaire à l'Ukraine juste 2 jours plus tard, cette évaluation était tout à fait correcte. Des pays comme la France et le Royaume-Uni augmentent également leurs propres dépenses de défense. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a fait une analogie intéressante avec l'Ukraine. Selon elle, l'Ukraine doit être transformée en un hérisson d'acier indigeste pour tout envahisseur potentiel. En d'autres termes, elle assurait à Zelensky que l'Europe restait fermement à ses côtés. Malgré le soutien européen, ce que Zelensky veut vraiment, c'est autre chose. Pour mieux comprendre, revenons à la question à laquelle Zelensky a répondu. Ça n'a jamais été dans une telle meilleure façon. Au début de cette vidéo, ici 2 choses sont remarquables. Premièrement, Zelensky est très préoccupé par la sécurité de l'Ukraine et de sa population. Il sait qu'il ne restera pas au pouvoir longtemps et veut assurer la sécurité de son pays maintenant. Deuxièmement, il sait qu'il doit arranger les choses avec Trump. Sans les États-Unis d'Amérique, les choses seront assez ardues. Il est certain qu'à ce moment-là, il pensait probablement à ce que plusieurs dirigeants européens lui ont dit. Tu dois t'entendre avec Trump, en quelque sorte. Mais peut-être que la déclaration la plus importante que Zelensky a faite ce jour-là, qui est passée inaperçue pour beaucoup, s'est produite peu de temps avant cela. Lorsqu'on lui a demandé s'il démissionnerait pour parvenir à la paix en Ukraine, il a répondu sans hésitation « Je peux être échangé contre l'OTAN ». Si cela garantit la paix pour l'Ukraine, si vous avez vraiment besoin que je démissionne, je suis prêt. Et une autre histoire, je peux changer cela pour l'OTAN. Je peux l'échanger contre l'OTAN. Ces 5 simples mots changent tout. Zelensky a clairement fait comprendre. Contrairement à ce que pensent beaucoup de dirigeants. Pour lui, l'avenir de l'Ukraine vaut plus que son propre destin politique. Pour lui, obtenir la protection de l'OTAN pour son pays serait l'accomplissement de sa principale mission en tant que leader. Et vous savez pourquoi cette adhésion à l'OTAN est si importante? En raison de 2 paragraphes cruciaux du traité de l'Atlantique Nord. Il forme le célèbre article 5, qui établit qu'une attaque contre n'importe quel membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres. Et comme vous l'avez peut-être réalisé, c'est la seule véritable garantie qui pourrait empêcher la Russie d'envahir à nouveau l'Ukraine à l'avenir. Mais le chemin vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN semble plus compliqué que jamais. Les discussions actuelles se concentrent uniquement sur une coalition des volontaires, un groupe de pays dirigé par Starmer qui s'engagerait volontairement à défendre l'Ukraine. Contrairement à l'OTAN, où tous les 32 pays membres sont obligés par l'article 5 de défendre tout membre attaqué, cette coalition n'offre aucune garantie permanente et dépend de la volonté politique continue de chaque pays participant. C'est une solution beaucoup moins robuste que la protection formelle de l'OTAN que Zelensky recherche tant. Et en ce sens, les responsables américains ont été un obstacle significatif à l'admission de l'Ukraine à l'OTAN. Trump avait été catégorique. L'adhésion à l'OTAN est hors de question pour l'Ukraine. Le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz a convenu, disant que les protections de l'article 5 de l'OTAN n'étaient pas conçues pour couvrir l'Ukraine, mettant en garde contre l'idée que les troupes américaines soient donc obligées de défendre l'Ukraine sous l'OTAN. Mais après tout, qui détient vraiment les clés de ces portes? Eh bien, ce que nous voyons en réalité est quelque chose d'assez controversé. Le même pays qui insiste pour que l'Ukraine reste neutre, tout en élevant simultanément ses villes et en réécrivant l'histoire pour faire semblant que l'Ukraine n'a jamais existé. Oui, nous parlons de la Russie.
Poutine a adopté une position ferme en présentant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une menace pour la sécurité de la Russie. Le plus curieux est qu'il n'a pas levé le petit doigt lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'Alliance, malgré ses constantes paroles de ligne rouge. Pour de nombreux experts, Poutine ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, car il est déterminé à effacer la souveraineté ukrainienne. À en juger par ses paroles et ses actions, il ne s'arrêtera pas tant que la culture, la langue et l'identité de l'Ukraine ne seront pas effacées de la carte. L'OTAN n'est qu'une excuse pour lui d'envahir un pays dont il ne peut accepter l'indépendance. Quand Zelensky dit qu'il est interchangeable pour l'OTAN, il sait que sa sortie ne serait pas facile. Lors de sa conférence de presse à Londres, il a mentionné « Me remplacer ne sera pas facile, car il ne s'agit pas seulement d'organiser des élections. Il serait nécessaire de m'empêcher de participer. Et ce sera un peu plus compliqué. Mais même si Zelensky démissionnait demain, il n'y a aucune garantie que la Russie accepterait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Cela n'a apparemment jamais concerné un leader ou une décision en particulier. Il s'agit d'effacer l'Ukraine en tant que nation. Et en ce sens, l'offre de Zelensky d'échanger sa présidence contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN représente une sorte de leadership hors du commun. Cet événement marquera certainement l'histoire de l'Ukraine. Il reste maintenant à voir si ce sacrifice historique assurera ce dont l'Ukraine a vraiment besoin, une sécurité durable contre les agressions futures. Ou si, malgré tous les efforts et sacrifices, les portes de l'OTAN resteront fermées à l'Ukraine, pendant que le monde regarde une nation courageuse se battre seule pour sa survie. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse, préparée avec dévouement. Profitez de l'occasion pour vous abonner à la chaîne. Ainsi vous saurez chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. Ici, à la prochaine fois.